Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on parle de conneries, de différentes façons de voir l'immigration, de bombardiers, de nature, d'environnement, d'identité, entre autres avec notre invité Roméo Bouchard. On commence avec l'actualité. Dans le Devoir du 14 octobre de cette semaine, il y a une entrevue de Fabien Deglise avec un professeur de philosophie, un professeur de l'Université de Turin, un Italien qui s'appelle Maurizio Ferraris, qui a écrit un volume sur la connerie qui s'intitule « L'imbécilité est une chose sérieuse ». Bon, on peut y lire, entre autres, qu'au moment où de plus en plus de dirigeants semblent faire partie des cons, des imbéciles ou des crétins, c'est qu'il faut être très con et très conne pour s'en désoler parce que la bêtise humaine est tout sauf extérieure à ceux et celles qui la subissent. Selon M. Ferraris, il dit que la bêtise trouve son carburant en chacun de nous. Il dit aussi que c'est parce qu'on est tous et toutes au moins un peu cons individuellement, et puis c'est à cause de ça que la connerie a pu s'édifier dans un grand édifice collectif. Pour lui, le monde ne se sépare pas entre les gens normaux dont on croit faire partie et une minorité de cons, mais bien dans le fait qu'on a chacun en nous une partie de cons et de pas cons. Jean-Paul Sartre disait il y a 50 ans que l'enfer, c'est les autres. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de gens croient que les cons, c'est les autres. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Par ailleurs, alors que certains nous disent que le Web a accentué la bêtise, le professeur Ferraris croit plutôt qu'elle le rend tout simplement plus visible. On a l'occasion de le voir tout simplement. Il nous dit par contre que le Web a permis une véritable révolution équivalente à la révolution industrielle au 19e siècle. Pour lui, nous assistons à une transformation radicale dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences. Et parmi les éléments intéressants que le professeur a mis de l'avant, il y a le fait qu'on ne peut plus opposer aujourd'hui les élites avec la masse. Il prend par exemple Donald Trump, qui même s'il est beaucoup plus riche que la masse, il en partage les mêmes idées et c'est pour ça qu'il a été élu. Il dit aussi que la nouvelle société Web fait en sorte que nous ne sommes plus dans un monde hiérarchique, mais dans un monde égalitaire en termes de prise de parole. Je ne dirais pas que c'est égalitaire partout, mais en termes de prise de parole. Il dit, entre autres, que le fait que Donald Trump utilise Twitter plutôt que les médias traditionnels, ça le rapproche des électeurs en devenant un des leurs. Il est pareil comme les autres. Sur le Web, on le voit souvent, c'est que la parole d'un con est aussi importante que la parole d'un génie. Comment peut-on se sortir de cette ambiance de fou? Eh bien, c'est en demeurant modeste dans notre croyance de posséder la vérité et en acceptant qu'il y a en nous une part de connerie. On passe maintenant à une série d'articles que je n'avais pas eu le temps de lire parce qu'il y avait beaucoup de lectures à faire. Une revue qui s'appelle Philosophie Magazine, avec un numéro spécial La nature a-t-elle toujours raison, que j'ai bien aimé. On parle dans cette revue-là d'immigration, d'environnement en Europe, etc. Et on commence par la question des immigrants. Alors qu'on pourrait penser qu'en gros, il y a deux tendances sur l'immigration, ceux qui sont pour les immigrants, ceux qui sont contre les immigrants, bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans l'article de Philosophie Magazine qui s'intitule « Une frontière doit être ouverte ou fermée », on a répertorié pas moins de 16 positions philosophiques différentes en matière d'immigration. Ça passe par l'hospitalité sans condition dans laquelle l'ouverture aux immigrants est un devoir moral inconditionnel. Ça veut dire qu'on accepte tout le monde, on n'a pas le choix. Ça fait partie de notre devoir. Nous autres, on a pu venir quand on est venu ici, nos ancêtres, c'est ça qu'ils ont fait. Bien, les autres aussi devraient avoir ça. Et ça va à l'autre bout, on pourrait dire à l'extrême droite à ce moment-là. On peut dire des gens qui disent non, aucune immigration, il y en a déjà trop, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a toute une série de positions qui sont intermédiaires par rapport à ça, des positions qu'on pourrait appeler mitoyennes. Et parmi celles-ci, il y a celle qui dit qu'on doit être solidaire de ceux et celles qui sont des victimes. Il y en a d'autres aussi qui prennent l'aspect économique en disant qu'on aide trop les immigrants par rapport à ceux qui vivent déjà dans le pays. Il y a des gens aussi qui croient que la nationalité, c'est un droit féodal, complètement dépassé, que dans le fond, on va bientôt devenir tous des citoyens de la planète Terre. Il y a ceux qui croient que l'immigration va nous enrichir et ceux qui croient que l'immigration va nous appauvrir.
Il y a des gens aussi qui disent oui à l'immigration, mais à condition qu'on puisse les choisir nous-mêmes. Il y a des gens aussi qui disent oui à l'immigration si la sécurité des gens est menacée, mais pas pour tout le monde. Et il y a une série d'autres positions. Là. Tout ça pour dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est là qu'on voit que la réalité est souvent beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est jamais simple. Nous autres, on était élevés, en tout cas les gens de mon âge, entre le bien et le mal. Il y avait deux positions. C'est plus complexe que ça. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de solution facile à des problèmes complexes. Quant à moi, je privilégie les solutions hybrides qui tiennent compte et concilient plusieurs facteurs. Je pense que c'est comme ça qu'on risque le moins d'avoir de problèmes et de trouver des solutions adaptées aux réalités. Toujours dans la revue Philosophie Magazine, j'ai lu un article très intéressant qui s'intitule « La nature a-t-elle toujours raison ?» Là encore, plusieurs visions s'affrontent. On peut les regrouper sous deux grandes tendances. Il y a ceux et celles qui veulent préserver et vénérer la nature, ce qui peut impliquer de freiner le progrès, et même des gens qui sont prêts à fonder une religion dans laquelle la nature serait sacrée et qu'elle deviendrait le nouveau Dieu. À l'inverse, il y a la position de ceux et celles qui refusent de voir le caractère sacré de la nature et qui disent qu'à force de l'avoir cultivée, modelée, bouleversée, il est plus possible de nous en désengager. Et ils disent également que, compte tenu du fait qu'on fait partie de la nature, que nous devrions miser sur l'intelligence humaine et les progrès de la science pour la transformer, et afin de nous sauver du pétrin dans lequel on s'est mis actuellement. Alors que les tenants de la nature sacrée nous disent « stoppons tout », ceux de la transformation sont prêts à se lancer dans des projets comme la géo-ingénierie qui ambitionnent d'injecter des doses massives de sulfate dans le ciel un peu partout, et ce, afin de faire baisser la température ou de contrôler le climat. Mais comme on dit dans le magazine, il y a de quoi réfléchir deux fois avant de se lancer dans ce type d'expérimentation-là qui peut s'avérer irréversible, et surtout quand c'est fait à grande échelle, et que ça peut aggraver la situation plutôt que de la soigner, ce qu'on aurait dû faire. On parle maintenant de Bombardier. Bon, les dirigeants de Bombardier ont convaincu nos gouvernements dans les derniers mois d'investir beaucoup d'argent, surtout le gouvernement du Québec qui a investi 1,3 milliard. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris beaucoup de risques avec pas beaucoup de chances de faire beaucoup d'argent avec ça. Et là, on s'aperçoit que quelques mois plus tard, alors que notre argent valait 50 des actions de la C-Series, on se ramasse qu'avec Airbus, qui a tout acheté ça, qui s'est ramassé avec 50,0,1 des parts, et ça, qui ont acheté ça gratuitement, ils n'ont pas acheté, ils l'ont reçu gratuitement, bien, nous autres, les parts du gouvernement du Québec se ramassent à autour de 18-19 du portefeuille. La question, c'est, est-ce qu'on s'est fait avoir là-dedans? Bon, c'est difficile à date de dire, c'est sûr qu'il y a du pour, du contre, là, mais sincèrement, je pense ça doit nous amener une réflexion en profondeur par rapport aux investissements massifs du gouvernement. Et je vais faire la suggestion suivante, c'est qu'il est temps qu'au Québec, il y ait un débat sur les investissements du genre de ceux qui ont été dans Bombardier. Actuellement, c'est très politique. Si ça rapporte beaucoup de votes, notamment dans la région de Montréal, on y va. Si ça ne rapporte pas beaucoup de votes ou si c'est dans les régions, on va y penser encore un peu. On ne peut pas continuer longtemps comme ça. Nous avons besoin d'une véritable politique d'investissement public qui soit basée davantage sur des critères économiques que des critères politiques. Si l'État prend des risques avec l'argent des citoyens, il faut aussi qu'on ait de bonnes chances que ça rapporte. Si on ne fait pas ça, bien, il se peut que l'expression « on s'est fait monter un bateau » devienne « on s'est fait monter un avion ». Maintenant, on passe à l'entrevue avec notre ami Roméo Bouchard qui va nous parler d'un livre important qui est paru récemment, un livre d'Yvan Lamonde dont le titre est « Un coin dans la mémoire » qui va nous parler d'identité québécoise. Mais avant ça, d'abord, bonjour Roméo, ça va bien? Bonjour, oui, ça va. Avant de parler du livre de M. Lamonde, je sais que tu travailles sur 2 nouveaux volumes. On pourrait dire que tu es assez productif, comme on dit. Est-ce que tu peux nous dire ça va être quoi les sujets que tu vas traiter dans tes 2 prochains volumes? Premièrement, je prépare un livre qui est plutôt littéraire, qui est très humain. Et à l'occasion du 125e anniversaire de mon village d'adoption, Saint-Germain-de-Kamouraska, j'ai réalisé quelque chose dont je rêvais depuis longtemps, c'est-à-dire de faire
une vingtaine de portraits de personnages de Saint-Germain que depuis 40 ans que je suis ici, des gens qui m'ont marqué, sont généralement des petites gens qui souvent étaient sous-estimés par la population, mais que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et ça donne quelque chose de très humain, très touchant même. Alors ça va paraître à la fin mai, dans le contexte. Ça va être un peu un élément du 125e anniversaire de Saint-Jean. L'autre ouvrage, ça va porter sur le monopole de l'UPA. C'est-à-dire c'est un sujet précis qu'on me donne l'occasion de vider d'une certaine façon, parce qu'à l'Union paysanne, on a fait beaucoup de travail là-dessus. C'est un peu nous qui avons été les porteurs de ballon sur ce dossier-là. Et il y a beaucoup de choses on n'avait pas eu l'occasion de publier, de rendre public. Et ça me donne l'occasion, ce livre-là, de faire un bilan dans le fond, toute l'expérience et la lutte politique que j'ai menée avec l'équipe de l'Union paysanne sur ce dossier. On revient à notre livre de M. Lamonde. Au moment où la société québécoise est de plus en plus divisée, soit en groupes, en partis politiques ou autrement, on dirait qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui cherchent, en tout cas, à découvrir ou à expliquer pourquoi on est divisé, d'où ça sort, d'où ça vient, cette division-là. Puis parmi ces auteurs-là, il y a Yvan Lamonde qui a écrit un livre, Un coin dans la mémoire, que tu as lu récemment. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, c'est qui ça, Yvan Lamonde, et est-ce que ce livre-là, c'est un essai ou est-ce que c'est un livre d'histoire? C'est un peu les deux. Yvan Lamonde, c'est un historien qui est très respecté actuellement, qui a surtout écrit beaucoup de choses sur l'histoire culturelle et intellectuelle du Québec. Tu sais, comme toute l'expression de la vie intellectuelle à travers l'histoire du Québec. Mais c'est aussi quelqu'un qui nous a beaucoup fait redécouvrir Papineau et le républicain dans Papineau, n'est-ce pas? L'aspect démocratique l'aspect politique démocratique de Papineau. Et dans ce livre-là, c'est sûr que il parle comme citoyen autant que comme historien, c'est-à-dire que lui aussi, il est ulcéré par le fait qu'on est dans une sorte d'impuissance, qu'on n'arrive pas à aboutir. Il appelle ça l'hiver de notre mécontentement. Et il a beaucoup, en revenant sur l'histoire qu'il a étudiée, il essaie de comprendre d'où ça nous... Qu'est-ce qui fait qu'on est incapable d'aboutir dans notre projet de société, de pays. L'auteur dit qu'on est atteint de bipolarité, autrement dit, on est bipolaire, qu'il y a une partie de nous autres qui affirme que... il y a une partie de nous autres qui veut s'affirmer, puis une partie qui a peur de s'affirmer, puis il dit qu'il y a comme un nœud ou un coin dans notre conscience collective. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il veut dire à travers tout ça, là? Ce qu'il nous dit, c'est qu'il dit, après longue réflexion sur l'histoire du Québec, je pense avoir trouvé quel est l'élément, le blocage qui fait qu'on n'aboutit pas. Et pour lui, c'est la division. C'est-à-dire que la division, insinuée subtilement, je le cite, et consciemment parmi nous, par le colonisateur britannique. Alors, ce qu'il fait à ce moment-là, il analyse l'histoire du Québec, surtout après la conquête, pour montrer comment l'occupant anglais a pris tous les moyens pour s'assurer de nous diviser et de nous installer dans une lutte fraternelle, pour ainsi dire, entre les gens qui veulent collaborer avec l'occupant, s'accommoder, et les autres qui voudraient se diriger vers une émancipation politique. Et ça s'inscrit au départ dans la forme de gouvernement qu'on a octroyé au Canada en 1791 avec l'acte constitutionnel où on a créé 2 instances gouvernementales. L'Assemblée législative, qui était formée de députés élus, donc majoritairement francophones, et le Conseil législatif, qui avait autorité sur l'Assemblée législative et qui était
composé de gens nommés par l'Angleterre. Donc, il y avait majoritairement des anglophones. Donc, au départ, on a créé une structure où on a opposé les deux races et où on a donné une apparence de pouvoir à l'élite après avoir donné au clergé la liberté religieuse. Donc, ça aussi pour s'adjoindre le clergé. Alors, donc, dès le départ, on avait créé une structure politique et sociale où on était divisé. Où il y avait une partie, le clergé, les élites, et une partie de ceux-là qui voulaient s'accommoder de l'occupation. Et une autre partie qui voulait s'en libérer et s'en émanciper. Ça a donné les troupes de 1937. Après, ça a donné l'Union des deux Canada, qui était une tentative de mettre les francophones en minorité. Ça a donné la Confédération, où là, on a réellement réussi la passe de mettre le groupe des Canadiens français en minorité dans les institutions politiques. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, les derniers référendums qu'on a eus, où on est rendu à 55. Alors, cette division-là a été insérée par le colonisateur pour s'assurer qu'on n'allait pas se révolter. Roméo, l'auteur cite plusieurs auteurs québécois qui ont participé à nous faire comprendre cette situation-là, puis il parle entre autres de Gaston Miron, qui, à force d'esprit critique et de travail de décolonisation mentale, a réussi un peu à se sortir et à nous sortir de la fatigue puis de l'apitoiement dans lesquels on était. Miron, qui était un grand poète québécois, peut-être que tu as connu personnellement, qu'est-ce qu'un gars comme Gaston Miron a apporté à la société québécoise? Oui, j'ai connu personnellement Miron, surtout sur la rue Sainte-Catherine dans les années 70, mais je ne peux pas dire que je suis un expert de son œuvre, mais Miron est un de ceux, justement, qui a essayé de briser cette opposition-là entre le nationalisme culturel, de conservation, et le nationalisme d'émancipation. Nationaliste politique d'émancipation. Toute son œuvre est vraiment dans le sens un peu de celle aussi de Hubert Aquin, de d'autres plus récents, qui ont dit il ne faut pas s'en tenir à une lutte identitaire culturelle, il faut aller jusqu'à l'émancipation politique. Il faut passer de la nation au pays, si on veut. Et le pays, c'est vraiment le pays natal, tout ça, c'est très fondamental dans la pensée de Miron. Le monde essaie après avoir identifié d'où partaient nos problèmes, il essaie de trouver des solutions, puis il dit entre autres que si on veut réunir le plus de gens possible dans une vision commune, il faut qu'on se débarrasse du coin qui est enfoncé dans notre conscience plutôt. Et il nous dit aussi que plutôt que de nous obstiner à une conservation tout azimut de notre passé, il faut en laisser tomber. Qu'est-ce qu'on devrait laisser tomber d'après toi? Puis comment tu vois ça, là? Est-ce que c'est possible de conserver notre identité sans traîner des boulets, comme on dit, qui font qu'on ne peut plus se réunir aujourd'hui? Ouais, c'est évidemment tout le but de l'ouvrage de Lamonde que de voir comment on peut maintenant se guérir de cette division-là structurelle qui est dans notre imaginaire. Et pour lui, il dit c'est vraiment le point stratégique pour les Québécois, c'est la relation au passé. Et il faut, d'après lui, puis je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, il faut revoir notre rapport au passé chez les Québécois. Et il donne un exemple qui est très éclairant. Il dit, on n'est pas obligé de tout prendre, on ne se sent pas obligé de tout garder de nos parents, de notre père, de notre mère, même si on leur est fidèle. On n'est pas obligé de tout prendre. Alors, il dit, c'est pareil dans notre passé.
il faut faire le ménage là-dedans, tu sais, entre Groulx, par exemple, les discours de Lionel Groulx et les discours qu'on a tenus suite à la Révolution tranquille, il y a des choix à faire, tu sais. Et ce choix-là n'est pas facile, mais seulement, il dit, voyez-vous, durant les années 30, la première partie du 20e siècle, on a été confronté à la modernité au Québec. Et il a fallu se moderniser, et là, ça a créé des conflits avec le passé. Maintenant, aujourd'hui, on a un nouveau conflit qui est avec le pluralisme, le multiculturalisme du monde d'aujourd'hui. Donc, il faut peut-être aller plus dans notre passé, dans notre capital patrimonial, vers ce qui peut nous réunir avec tout le monde, avec la diversité culturelle avec laquelle on est appelé à vivre. Et il propose de se centrer beaucoup sur le côté démocratique, sur le côté citoyenneté. Tu sais, le Québec est une démocratie, on a un esprit égalitaire au Québec, on a un esprit solidaire. Bon, on a le français comme base commune, on a l'égalité homme-femme à laquelle on tient, la laïcité, toutes des valeurs de citoyenneté actuellement qu'on devrait privilégier plutôt que de ressasser, je ne sais plus moi, les thèses de Lionel Groulx. Tu sais. Soyons davantage citoyens que nationalistes, on pourrait dire? Ce n'est pas opposé, justement. Cette opposition-là, il faut la défaire. Être pour la survivance, comme Lionel Groulx l'était, ce n'est pas la seule façon d'être nationaliste. Être nationaliste, c'est vouloir se gouverner nous-mêmes, c'est vouloir développer ce qu'on a de commun, d'original, de particulier comme peuple, comme société, comme État. Alors, je pense qu'il faut sortir d'un rapport au passé qui est purement culturel et aller vers un rapport plus citoyen, plus politique. Je pense qu'il y a une piste là, véritable. C'est pas simple, ça ne règle pas tout automatiquement. Et je pense qu'on a intérêt, actuellement, le côté démocratique, la révolution démocratique au Québec, se reprendre en main, c'est dans le fond continuer le maître chez nous, et au plan politique, c'est quelque chose de très fédérateur, quelque chose qui peut nous rassembler beaucoup et nous sortir de cette lutte entre deux rangs. On va passer maintenant à ton coup de cœur. Qu'est-ce que tu as à nous proposer comme coup de cœur cette semaine? Je voulais vous parler de l'élevage porc biologique qui prend vraiment de l'ampleur de la part des entreprises du Breton qui sont situées, dont le centre est situé à Rivière-du-Loup, donc près de chez moi. Quand on a fait la lutte contre les porcheries, évidemment, on s'opposait aux fumiers liquides, à ces immenses porcheries où on gardait en contention les porcs, etc. Et moi, je pensais qu'on n'arriverait jamais à trouver une façon de faire du porc en grande quantité, en élevage intensif, sous une forme biologique, une forme un peu plus responsable. Et voilà que ce type-là, Vincent Breton, qui est un intégrateur porcin très important, il a une filière, lui, d'éleveurs, de 200 éleveurs de porcs qui produisent 1 million de porcs par année au Québec et en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et il s'est mis dans la tête, il y a une dizaine d'années, de mettre au point un mode de production biologique dans ces porcheries. Alors moi, je suis un véritable miracle. Je suis allé, il m'a invité à aller dans ces porcheries-là, voir comment ça se passait. J'ai été absolument ébloui, littéralement. J'ai passé 1h30 dans une grosse porcherie. Bien, merci beaucoup, Roméo.
Cette semaine, dans les petites choses qui m'achalent, je vais vous parler des correcteurs automatiques là, quand on écrit, puis que là, ça corrige automatiquement sans qu'on s'en aperçoive, là, puis qu'on écrit, par exemple, loin, ça devient Lyon, puis là, elle va m'amener, si on a pesé sur envoyer, puis c'est parti, on s'aperçoit là, qu'on est pas mal pris parce que ça a changé le sens ou ça n'a aucun rapport ou aucune compréhension. C'est pourquoi il faut toujours qu'on vérifie avant. Mais entre autres, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a même un esprit de centralisation dans le correcteur automatique qu'on a sur nos ordinateurs. Entre autres, dernièrement, j'ai écrit un texte, puis je parlais de l'UQAC, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et là, ça s'est remplacé par l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Bien, même dans les corrections de texte, c'est centralisateur. La centralisation s'est rendue assez loin, merci. À la question de la semaine, cette semaine, on a une question vidéo de Pierre Turcotte qu'on écoute immédiatement. Denis, moi je me posais comme question, j'ai l'impression que les municipalités sont toujours un peu en train de se mettre à genoux puis de têter les gouvernements pour avoir des subventions pour réaliser des projets. Pourquoi est-ce que les gouvernements fédéraux provinciaux ne pourraient pas diminuer leur pouvoir de taxation? Bien, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que c'est sûr que les municipalités sont dans un état de dépendance. C'est pas pour rien qu'ils sont obligés de se mettre à genoux, faire des pèlerinages, aller à Québec, aller à Ottawa, etc. Il faut être conscient que ce n'est pas les gouvernements qu'on disait anciennement supérieurs, on pourrait dire à d'autres niveaux, qui vont décentraliser ces sommes d'argent-là. Si ce n'est pas revendiqué par les municipalités elles-mêmes, jamais la décentralisation va venir du fédéral ou du Québec. Ça, il faut être conscient de ça. Si on veut sortir de la dépendance, il faut s'affirmer et être capable de dire « Moi, là, je crois qu'on est capable de gérer un certain nombre de choses de façon locale, que ça coûterait moins cher, ça serait plus efficace, et qu'à ce moment-là, on puisse dire au gouvernement « C'est fini, là maintenant, c'est nous autres qui va gérer ça ». Et c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec de nouvelles actualités, des nouveaux coups de cœur et une entrevue, entre autres, avec Pierre Curzi, qui a été ancien député, ex-président de l'Union des artistes. Ça va être très intéressant.